Les sécheresses ne se contentent pas de détruire les récoltes. Elles ne font pas que fissurer la terre sous nos pieds. Elles brisent les pays. Elles testent la résilience des nations, la cohésion des peuples. En 2026, le Maroc a fait face à un point de rupture. Après 6 années consécutives de précipitations déficitaires, le pays était à genoux. Les barrages, autrefois symboles de la maîtrise de l'eau, n'étaient plus que des ombres d'eux-mêmes, affichant des taux de remplissage dangereusement bas, parfois sous la barre des 20%. Les grandes métropoles comme Casablanca et Rabat, poumons économiques et démographiques du royaume, étaient redevenues des villes assoiffées, menacées de rationnement sévère. Ce n'était plus une simple sécheresse cyclique, mais les prémices d'un dérèglement climatique structurel et inattendu dans sa brutalité. Le Maroc, géographiquement, est un pays de contrastes, un nord relativement humide et un sud aride. Mais en 2026, cette distinction s'effaçait. La sécheresse avait tout uniformisé, créant une crise nationale. Face à l'abîme, une vision a émergé. Une réponse d'ingénieur, pas de politicien. Alors je suis allé voir le plan audacieux qui a changé la donne. Une infrastructure qui allait redessiner la carte hydrique du pays. On les a appelées les autoroutes de l'eau. Voici le point clé, le concept qui sous-tend toute cette révolution. Le Maroc a, pour l'essentiel, construit un système de plomberie à l'échelle nationale. L'idée est simple en théorie, mais titanesque en pratique. L'eau ne doit plus être une fatalité géographique. Elle doit devenir une ressource mobile, gérée et distribuée selon les besoins et non selon les caprices du ciel. Pensez aux autoroutes qui transportent des biens et des personnes. Ici, le bien le plus précieux, c'est l'eau. Premièrement, le pilier de cette stratégie, le miracle de l'interconnexion. Historiquement, le bassin du Sebou, au nord, était excédentaire. Des milliards de mètres cubes d'eau douce se perdaient chaque année dans l'océan, tandis qu'à quelques centaines de kilomètres au sud, on mourait de soif. Les ingénieurs ont donc relié les bassins du Sebou, du Bourg-et-Greg qui alimente la capitale Rabat, et de l'Oum Er-Bia, le cœur agricole du pays. Ces fleuves et ces réservoirs géants, autrefois isolés, sont devenus les composantes d'un seul et unique réseau intelligent, piloté en temps réel. Le principe est celui des vases communicants. Quand un bassin est sec, un autre, excédentaire, prend le relais. C'est la fin de la tyrannie du bassin versant unique. Pour y parvenir, il a fallu une ingénierie colossale. Des stations de pompage massives, capables de soulever des rivières entières sur des dizaines de mètres de dénivelé. Des pipelines en acier de plusieurs mètres de diamètre, enterrés sur des centaines de kilomètres, traversant des plaines, des collines et des rivières. L'objectif, acheminer des millions de mètres cubes d'eau, non pas là où elle tombe, mais là où les gens vivent, travaillent et cultivent. Résultat, les robinets sont restés ouverts à Rabat, à Casablanca et au-delà. Le pays a cessé de retenir son souffle en attendant la pluie. Il a pris son destin en main. Deuxièmement, le grand pari sur l'océan. Car même les interconnexions ont leurs limites si la pluie manque partout. Il fallait une source d'eau nouvelle, infinie et indépendante du climat. La solution, la désalinisation à très grande échelle grâce à la technologie de l'osmose inverse. La plus grande usine d'Afrique a été construite au sud de Casablanca. Désormais, la capitale économique boit l'Atlantique, tout comme Agadir, plus au sud, boit l'Atlantique. Cette stratégie a permis de libérer les eaux précieuses des barrages pour le monde rural et l'agriculture, qui ne pouvaient pas se permettre le coût de l'eau désalinisée. C'est un découplage stratégique. Le processus est une merveille de la physique moderne. Des usines géantes puisent à l'eau de mer, la filtrent une première fois pour enlever les impuretés. Puis, cette eau est pressurisée à travers des milliers de membranes d'osmose inverse qui agissent comme un tamis moléculaire, laissant passer l'eau pure et retenant le sel et les minéraux. L'eau douce ainsi produite est ensuite reminéralisée pour être potable, puis acheminée vers les foyers et, dans certains cas, vers les fermes à haute valeur ajoutée. Mais le talon d'Achille de la désalinisation a toujours été son coût énergétique. La réponse du Maroc a été de coupler ses usines à son autre grande richesse, les énergies renouvelables. C'est alimenté par le vent et le soleil. Solaire le jour, quand le soleil du désert est à son zénith, et éolien la nuit, pour capter les vents puissants de la côte atlantique. Ce mix énergétique intelligent permet de réduire les coûts opérationnels et l'empreinte carbone, tout en assurant un flux d'eau constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas bon marché, l'investissement initial est colossal. Mais la question n'est plus de savoir si c'est cher,
La question est, quel est le coût de ne rien faire? La réponse est l'effondrement. Face à cela, l'eau désalinisée n'est pas chère, elle est fiable. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, la nourriture, mais à nos propres conditions. La sécurité hydrique est le fondement de la sécurité alimentaire. Avec un plan de 285 milliards de dirhams dédiés à l'agriculture, le Maroc n'a pas seulement sauvé ses fermes, il les a réinventées pour un avenir plus sec. Fini l'irrigation par inondation, un gaspillage hérité d'une autre époque. Les cultures prioritaires, celles qui nourrissent le pays et soutiennent l'export, bénéficient désormais quasi exclusivement de l'irrigation au goutte à goutte. Chaque goutte est comptée, chaque goutte est utile. Les serres intelligentes, véritables usines à végétaux, recyclent l'eau et la condensation, atteignant des niveaux d'efficacité hydrique proches de 95%. L'impact sur le citoyen est direct. Une offre agricole stable signifie des prix stables, loin de la volatilité qui frappe les pays dépendants des importations. Et oui, contre toute attente, les exportations continuent de fonctionner, même lorsque les voisins, autrefois concurrents, voient leur propre production s'effondrer. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est une nouvelle forme de souveraineté. Une souveraineté que l'on peut manger. Mais ce projet a-t-il été sans controverse? Bien sûr que non. Déplacer des rivières n'est jamais anodin. Des écologistes ont alerté sur l'impact sur les écosystèmes en aval du bassin du Sebou. La désalinisation, même alimentée par les renouvelables, pose la question du rejet de la saumure et de son impact sur la vie marine. Mais dans une année de crise existentielle comme 2026, la rapidité et l'efficacité ont primé sur les longues concertations. Le choix était entre un risque écologique maîtrisé et une certitude de chaos social et économique. Le Maroc a choisi d'agir. La réponse a été l'acier, les tuyaux et les données, plutôt que les prières pour la pluie. Aujourd'hui, le résultat est là. Les robinets coulent avec une pression rassurante, les champs ne se dessèchent plus sous le soleil implacable, et la carte de l'eau du Maroc ressemble à un plan de métro, une complexité maîtrisée, par conception. Les autoroutes de l'eau n'ont pas mis fin à la sécheresse. La nature reste souveraine. Elles ont permis de la déjouer, de la contourner, de la rendre gérable. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle. Non pas de changer le ciel, mais de s'adapter sur Terre avec intelligence et détermination. Mais la vigilance reste de mise. Je surveille le prochain chapitre, celui de la réutilisation des eaux usées, du stockage souterrain, de l'optimisation par l'intelligence artificielle. Car le climat, lui, n'attendra pas. Le Maroc a prouvé que nous non plus, nous n'avons pas à attendre.